Ok, Morty, on y est. Bonjour voyageurs. Je n'ai pas l'habitude de voir quelqu'un venir par un portail à substance plasmique ou buante, mais je ne suis pas contre à aider ceux qui me le demandent. Que puis-je faire pour toi, ou bien sur quoi puis-je te renseigner? On est mort? C'est quoi ce délire? Je suis en train de péter un câble! Calme-toi, Morty. Oh, Regarde-moi, bordel, calme-toi, c'est trop pour d'accord? moi. Il Non, faut j'y que arrive tu te pas, c'est calmes trop pour maintenant, moi. t'entends? C'est trop dur à Morty, gérer. garde ton Ça calme. peut pas être Si, vrai, c'est réel. on est Alors à calme-toi, côté. d'accord? Morty, On est réduit en écoute-moi morceaux. maintenant. Ferme-la, écoute. Je vois. Eh bien, assis-toi et laisse-moi t'en dire plus sur l'univers à laquelle tu sembles avoir un intérêt certain. Toi, tu sais être concis. On dirait qu'on a fait que retarder l'inévitable. La page blanche. C'est ainsi que j'ai commencé mon analyse sur cette série. En la choisissant, je ne m'étais pas imaginé la quantité de travail interprété sur le sens et la mécanique de cette œuvre. Mais avant toute chose, comment en étais-je arrivé là? C'est une question rhétorique, car j'en connais déjà la réponse. De base, j'ai un énorme problème avec les séries américaines, car de mes propres références et goûts, je leur trouve un caractère humoristique absurde et un tantinet potache. Il me fallut bien du temps et un concours de circonstances pour accrocher à 3 séries qui semblaient avoir un fond de créativité, doublé de thématiques profondes, sur lequel je pouvais garder mon cerveau branché tout en rigolant sur le comique qui s'en dégageait. Parmi ces œuvres, 2 réellement ont attiré particulièrement mon attention, et c'est en cet instant que je vais vous présenter celle qui, selon moi, m'a en quelque peu touché dans l'interprétation que j'ai de l'univers, mais aussi du monde auquel, je pense, appartenir, celui de Rick et Morty. Il me fallut un moment avant de me plonger dans une description globale à mon interprétation, tant les sujets et les thématiques sont vastes. Quand nous regardons la série, bien évidemment, nous sommes amusés des concours de circonstances et des réactions en chaîne tout aussi invraisemblables les unes avec les autres. Mais ce n'est pas la seule chose qui nous maintienne. En regardant les épisodes, nous pouvons déceler une émotion qui nous englobe, quelque chose qui quelque part nous touche. A priori, nous ne savons pas pourquoi, mais nous commençons sans y faire attention à nous attacher aux personnages, particulièrement aux 2 protagonistes, les épisodes s'enchaînant, et nous nous retrouvons insidieusement ancrés dans les bases de réflexion existentielle et émotionnelle que nous rencontrons avec les personnages fictionnels de cette série, car elle corrèle totalement avec les nôtres. Nous étions partis sur l'idée même de nous divertir, et quand l'épisode se termine, nous voilà avec des questionnements qui résonnent en nous, sur ce qui semble nous entourer, notre place ainsi que l'idée que l'on a de notre réalité et notre place dans l'univers. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude des introspections et des questionnements profonds sur le fonctionnement des choses, nous voilà empris de réflexions que nous transférons tout au long du parcours aux 2 personnages, comme si quelque part nous attendions qu'ils nous apportent eux-mêmes les réponses aux interrogations que cela suscitait en nous. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à ressentir les problématiques que la série tente de nous transmettre en la conception chaotique de Rick et en la construction de celle de Morty. Dans cette œuvre, nous suivons les mésaventures de Rick Sanchez, un scientifique cynique au savoir quasi omniscient, et de son petit-fils Morty Smith,
perturbés et facilement influençables, présentés même comme stupides, partageant leur temps entre une vie domestique et des aventures interdimensionnelles dont Rick entraîne son petit-fils qui découvre les lois de l'univers à travers les yeux désabusés de son grand-père, essayant de trouver un sens sur l'immensité de l'existence. Dans la série, nous pouvons classer, si on peut dire, les thématiques suivantes: la réalité ou ses formes, la philosophie de l'existence et de sa place dans l'univers, la quête du bonheur, l'insignifiance et code moral, entre parenthèses déterminisme existentiel, et l'œuvre en elle-même. Ce que je vais vous dire est bien évidemment mon interprétation et la présentation que cela m'évoque, sachant que l'impact d'une œuvre est toujours propre à chacun, d'autant plus que nous allons évoquer des sujets qui sont déjà de nature abstraite et vus différemment pour celui et celle qui tend à les percevoir et à les expliquer. La notion du plan d'existence qui, selon notre conception, est réelle ou non, semble dépassée dans cette série. Que ce soit l'environnement ou les êtres qui s'y présentent, la pluralité de l'existence tend à ce que l'individu et ceux qui s'y attachent n'incorporent plus d'individualité et d'unicité, rendant les choses multipliables et remplaçables. Ce thème est récurrent. Pas moins de 15 épisodes concernent la notion de réalité entre dimensions, monde quantique, simulation holographique, sensorielle, mémorielle ou vidéoludique, ou bien entre clones, hologrammes, robots, la frontière qui séparait alors les repères qui constituaient notre réalité s'échappe, laissant notre cerveau à la dérive de quelconque certitude pouvant réconforter notre besoin d'authenticité et de réconfort face à un univers infini et démesurément absolu. Tel évoqué avec l'allégorie de la caverne de Platon, où le monde sensible à l'image d'ombre projetée à l'aide de feu en guise de lumière sur un mur est une sorte d'état existentiel perceptible dans le sens où elle est la seule discernable par les sens sensoriels des personnes condamnées à regarder le mur, ancré dans un monde tangible qu'un condamné finit par voir, représentant le monde tel que l'on connaît à ce jour, se rendant compte que les formes vues sur le mur n'étaient qu'en fait une réalité de ce qu'elles représentaient réellement. Métaphore pour désigner les personnes piégées de leurs idées, s'aveuglant des idées nouvelles pour atteindre la vérité. Faire de la jouer, Docteur Who. Arrête, je peux être un clone, je peux être un hologramme. On peut être des clones contrôlés par des robots, contrôlés par des micro-casques que les vrais Rick et Morty portent tout en bêtant ta mère. D'ailleurs, cette dure réalité est exprimée en grande partie par les personnages entourant Rick, qui découvrent par ce dernier les proportions hallucinantes des possibilités terrifiantes et des causalités que chaque action peuvent entraîner. Cette approche nous est présentée d'une manière différente avec Rick. Ce personnage présenté au fur et à mesure comme un dieu au fil des épisodes semble, malgré son omnipotence limitée également dans cet univers, présenté comme aussi omniscient. Il présente une version pessimiste de l'existence, l'ancrant dans un état proche dépressif où il paraît avoir fait le nécessaire afin de lutter contre les lois de l'univers qui l'empêchent d'atteindre la vision de la vérité qu'il ne cherche pas, mais qui par une souffrance cherche tout de même à gagner. Dans cette logique, on pourrait croire qu'une opposition va servir à amplifier les effets recherchés entre Morty et Rick, ou pour être plus clair, la banalité de la vie quotidienne participant à rendre les aventures multidimensionnelles plus ancrables et les péripéties spatiales contribuant dans le même temps à mettre en avant la vacuité de la vie de la famille. Mais nous verrons que cela ne se fera pas. Cette réalité est sans cesse bouleversée, car à l'image de Socrate, qui affirmait qu'il était sûr que d'une chose, c'est qu'il ne savait rien, nous ne pouvons affirmer dans quelle réalité les personnages que l'on suit évoluent. Pas plus si nous pouvons affirmer que nous suivons toujours les mêmes, car dans l'épisode 4 de la saison 1, une créature apparaît dans la simulation que l'on revoit ensuite dans les épisodes. Sommes-nous sûrs donc de les avoir bien échappés de cette machine? Même paradoxe avec les parasites instaurant des souvenirs. Nous avons l'apparition de Monsieur Boîte à Caca, personnage absent jusque-là, mais démontré alors bien réel de par la présence dans le générique, mais aussi à la réception de la munition tirée par Bess, laissant échapper du sang. Cette réalité est encore mise en doute car nous avons un parallèle dans l'épisode 5 de la saison 2,
et nous directement. Dans cet épisode, la Terre se doit de présenter un show pour divertir les têtes géantes qui les feront disparaître si ces derniers ne sont pas satisfaits. Cela est une réflexion méta à la situation concrète de ce qu'est une série télévisée. Vivant de l'intérêt que les spectateurs donnent en regardant cette œuvre assurant sa longévité et donc sa vie, comparaison envoyée directement à notre situation, d'autant plus que Rick et Boîte à caca s'adressent particulièrement et directement à nous, brisant donc le 4e mur, comme s'ils étaient conscients de leur situation et de leur intérêt de nous divertir pour pouvoir pérenniser la survie de leur propre univers. Malgré ce flou, la seule réalité tangible de Rick semble se tenir à lui-même et ce petit garage dans lequel il se conforte d'avoir le réel contrôle. Car malgré l'immensité du monde, la seule chose dont il semble être sûr, c'est de lui-même. À la comparaison de Descartes où tout est doutable, seule sa pensée est réelle. Et si sa pensée est réelle, comme il en est le créateur, en toute logique, il l'est également. Dès la première saison, l'œuvre va conjointement explorer les deux grands thèmes existentiels qui sont l'identité à travers les multitudes d'écarts rencontrés et le désespoir d'un univers qui semble si vaste qu'y trouver sa place devient futile. En effet, on y aborde l'idée qu'un multivers quasi infini implique une infinité de réalités et donc une infinité de familles Smith identiques les unes aux autres, présentant une infinité de variations. Le fait d'apprendre que ni lui ni sa famille ne sont uniques plonge logiquement Morty dans un profond doute existentiel. Par la suite, les autres membres de la famille seront confrontés au même genre de questionnement. Le seul qui réussit, en apparence toutefois, à accepter l'infinité de ses existences est Rick. Mais on verra par la suite que son personnage est loin d'être étranger à la notion de désespoir. À la suite de l'épisode 6 de la saison 1, Rick et Morty changent de dimension, prenant la place de leur double dimensionnel mort à cause d'un accident. En les enterrant dans leur jardin, Morty adopte la vision de Blaise Pascal, qui transmettra à sa sœur par la suite dans l'épisode 8. La circonstance colle parfaitement à ses propos avec les phrases représentatives de ce courant de pensée résumé à cette explication. Tu vas mourir, et tu n'es rien. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Le divertissement n'est qu'une échappatoire, car tu n'y peux rien. Là, dehors, c'est ma tombe. Attends, quoi? Au cours d'une de nos aventures, Rick et moi avons détruit l'humanité dans son ensemble. On a alors quitté la dimension où on était pour venir dans celle-ci, parce que dans celle-ci, l'humanité était intacte et aussi parce que nous étions morts. En fait, on est venu ici et on a brûlé nos autres nous et pris leur place. Et tous les matins se meurt, je prends mon petit déjeuner à moins de 20 mètres des restes de ma dépouille calcinée. Ça veut dire que tu n'es pas mon frère? Je suis mieux que l'original, je suis une version de ton frère en qui tu peux avoir confiance. Personne ne choisit sa famille, personne ne choisit d'où il vient, mais on meurt tous un jour. Viens regarder la télé. Même si l'univers semble par côté donner un autre sens à cette logique, car dans le même épisode, Bess et Jerry, proches du divorce, découvrent au travers de lunettes spéciales des versions différentes d'eux-mêmes, avec la vie de leurs rêves, mais séparées. Toutefois, ces versions finissant par se rendre compte qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, font réaliser qu'au final, c'était bien une chance qu'ils avaient d'être ensemble, concluant sur l'idée de Schopenhauer et plus anciennement de Platon, sur l'idée qu'il n'y a pas de réel sens à la vie, que l'on est le résultat de nos choix, et que nous réalisons seulement le bonheur que l'on a eu, à l'instant où on le perd et que nous souffrons. D'ailleurs, pour expliquer une autre version de l'œuvre, dans l'épisode 10, la série instaure qu'il existe un idéal, une essence de Rick et de Morty, insufflant tous ces entités multidimensionnelles, présentant les Rick et Morty héros de la série comme alors le plus Rick des Rick et le plus Morty des Morty, à l'image de la pensée de Gottfried Wilhelm Leibniz, où les Rick et Morty seraient représentés en tant que substance d'une monade, et les Rick et Morty multidimensionnels à un attribut. D'une manière plus simplifiée, les Rick et Morty représenteraient une existence commune, mais que ceux de la série représenteraient la forme la plus représentative de ces existences, que l'on peut comparer à une âme, conscience, être, entité, etc. Ce que l'on peut affirmer,
car Rick semble plus individualiste et égocentrique que les autres Rick, détruisant même la citadelle symbolisant la coopération de tous les Rick des existences multidimensionnelles. Et Morty est reconnu par les autres Morty comme le Morty le Tout-Puissant, ou sa version anglaise traduite en « le seul et l'unique » lors de son emprisonnement. La question de l'identité semble alors considérée comme illusoire, illustrée de manière rapide aussi par l'épisode où il récupère leur Jerry dans l'épisode 2 de la saison 2. En parallèle, le postulat existentiel « l'existence précède l'essence » se retrouve réduit à un simple jeu vidéo nommé Roy, dans lequel le joueur incarne une personne nommée Roy, de son enfance à sa mort. La possibilité de vivre sa propre vie, de faire ses propres choix, de définir sa propre essence au travers de ses modes d'existence, n'existe donc qu'à travers une simulation puisque dans la réalité, tout être vivant est défini a priori en tant qu'occurrence dans le monde sensible d'une forme aspatiale et intemporelle. Nous avons pu voir qu'avec cette réalité illimitée et innombrable, couplée avec cette idée de pluralité et de copie de soi, les repères sont mis à mal. Donc dans tout ça, vient la suite logique du questionnement du sens de la vie, mais aussi celle du bonheur. Il est presque incertain de pouvoir trouver sa place dans un monde tel que vit Rick et Morty. Néanmoins, si nous parlons de quête, le mot en est bien la représentation. Si nous parlons de mésaventures au risque que prennent ce duo pour achever leur mission, qui, parfois, n'ont que comme intérêt une puérile stupide cause, l'aventure consiste bien à trouver le bonheur, ou plutôt, de ne pas se faire submerger par le désespoir plus précisément. Ce que les deux personnages font différemment. D'autre part, nous pouvons dénombrer pas moins de 35 questions existentielles à mener dans la série, que ce soit d'amour, de choix de vie, de paternité, d'existence et plus, et pas moins de 18 cas de traumatisme, laissant la perception des personnages s'assombrir, comme la transformation et l'abandon de leur famille dans l'épisode déclencheur 6, le meurtre et la mutilation dans l'impuissance, l'exécution d'un membre de la famille, la complicité de meurtre, les chocs post-traumatiques à une succession d'événements, etc. Néanmoins, la majorité des cas est subie par Morty et sa famille, car ces derniers sont inévitablement entraînés ou provoqués par Rick. Morty commence sa série avec un état d'esprit légèrement niais et lent, à l'image de son père. Cependant, sa vision des choses ainsi que lui-même vont changer petit à petit à mesure qu'il partira avec Rick, jouant plusieurs fois avec sa vie et celle de son entourage. D'une nature généralement joyeuse et optimiste, sa mentalité se verra bouleversée par ses traumatismes et les informations accumulées qu'il apprendra, soit par Rick, soit par des expériences aussi douloureuses physiquement que psychologiquement. Il adoptera alors presque la posture d'Épictète, où il exercera sa liberté en ce qui dépend exclusivement de lui-même, et en n'accordant pas d'importance à ce qui ne dépend pas de son pouvoir, décrivant une idée du bonheur dans cette immensité où il ne peut rien, si ce n'est ce qui peut changer, ce qui est à sa portée, résonnant avec les grandes interrogations d'Emmanuel Kant, qui sont les suivantes. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Et que m'est-il permis d'espérer? De plus, Morty est mis, voire même jeté dans cette vérité qui le submerge, le laissant au départ dans une apathie totale. Cependant, grâce aux enseignements de Rick, que l'on pourrait à juste titre considérer d'une manière maladroite, son grand-père lui donne des clés pour accepter cette réalité qui l'entoure en lui donnant par l'expérience du recul sur les situations rencontrées. Cette initiation aura comme conséquence de forger une nouvelle perception des choses pour Morty, qui se verra juste libre de simplement profiter de l'instant présent en réponse à l'impétuosité du monde, le ramenant à une forme d'insouciance où il arrive de nouveau à trouver un sens à la vie, et donc à être heureux, quitte à oublier ce qui le fait souffrir, mais qui ne maîtrise pas. Il est dans un sens l'antipode de son grand-père Rick, qui celui-ci est frustré et pessimiste. Il n'évolue pas vraiment du premier au dernier épisode sorti, qui à ce jour est l'épisode 10 de la saison 4. On ne connaît pas exactement son passé, si ce n'est que ce dernier est passé par tous les stades de l'existence,
comme si son état actuel était la version la plus aboutie de ce que serait un humain dans l'univers auquel il appartient. D'ailleurs, à chaque fois qu'une personne se croit se distinguer par une singularité de puissance existentielle, ce dernier décrit la même expérience comme un passage basique d'une voie qu'il a déjà empruntée, laissant une idée de ce qu'il a pu vivre, le plaçant par l'ordre galactique de terroristes à d'autres de dieux ou d'êtres supérieurs, Rick est comparé à une divinité, tellement ses connaissances et ses possibilités sont exponentielles. Il est décrit comme le mammifère le plus puissant de la galaxie, et nous imaginons bien les actions qu'a pu mener Rick. Mais aussi, nous interprétons également la raison de son état actuel. En effet, au fur et à mesure, nous constatons qu'il est comme piégé de sa condition. Son intelligence le force à chaque moment à contempler son insignifiance malgré les miracles qu'il peut faire grâce à la science. Il a déjà lutté de toutes ses forces contre l'univers, mais à chaque fois, cette dernière le rappelle à son état qui est de vivre dans un monde qui n'a pas de sens, et encore moins de but, tel un prisonnier de multitudes se ressemblant à la différence nuancée, ou plus simplement, et d'une manière plus vulgaire, à une prairie infinie ayant la même herbe, à la fois libre et piégée. Que je suis pas si génial que ça et que tu me ressembles. Est-ce que je suis méchante? Non, pire, t'es intelligente. Quand tu sais que rien n'a d'importance, l'univers est à toi. Et j'ai jamais croisé d'univers qui partageait ce délire. L'univers se nourrit de l'ordinaire, comme le bétail broute de l'herbe. Et il crée une infinité d'idiots pour les bouffer. Ça n'a plus d'importance maintenant. Les gens intelligents peuvent chevaucher la réalité. Faire du rodéo avec elle, elle essaiera toujours de les envoyer valser. Et à terme, elle le fera. Y a pas d'échappatoire. Tout ce vide existentiel le pèse, mais il souhaite en chaque instant lui faire face. Cette tension le pousse souvent à bout, expliquant ses coups de folie où il comble son malheur par des aventures qui, le temps d'un moment, lui fait oublier sa place dans l'univers, car à l'image de Matrix, Rick s'inflige quotidiennement ses conceptions de pilules rouges. Oh, le fils de Jerry, non, je veux ça. Non, je peux vous assurer que non. Non. Fous-moi le camp d'ici tout de suite. Mais je n'ai nulle part où aller. Oui, pars-toi. Il est venu jusque chez moi, là où il y a tout un tas de photos de mes pauvres parents. Jerry, j'ai une machine qui peut nous faire tout oublier. Non, je pense qu'on ne devrait pas oublier. Pas ça. Quelqu'un doit s'en rappeler. Quelqu'un s'en rappellera. D'ailleurs, ce qui revient très souvent dans l'œuvre est ce fameux « Dieu est mort », phrase représentative de Nietzsche dans le livre « Ainsi parlait Zarathustra ». Cette phrase où l'évocation de cette idée apparaît pas moins de 7 fois, dont la première vient très tôt, à la 3e minute et 12e seconde du premier épisode de la saison 1. Dans un cadre plus clair, l'idée de Dieu et de ce qu'il représentait sont à notre époque quasi absentes de par les découvertes de la science, avec les droits moraux s'effaçant. Et donc, dans ce but existentiel, le protagoniste est représenté comme personnage réagissant par conséquence à ses principes. Nietzsche décrit de par le fait 2 cas de figure reposant sur ce choix où l'homme est livré à lui-même, celui du surhomme et celui de l'animal ou de ses instincts primaires, répondant tous deux à son envie de puissance. D'une part, nous avons laissé les choses aller en se laissant mourir en pensant qu'à soi, car plus rien n'a de sens. Cette vision est appelée le nihilisme, et, de l'autre, se dépassant en tant qu'être humain, en se transcendant peu importe les obstacles et la morale, laissant le bien et le mal comme vision relative, celui du surhomme. Dans une vision globale, je pense que Rick a été les deux et à des moments chronologiques différents. Rick, en accumulant du savoir ainsi que de la puissance, s'est transformé quelque part en être supérieur. Conscient et quasi omniscient, mais c'est de cette même puissance qui l'a mené à être coincé de sa réalité en constatant les limites de son être. Celui d'entité piégée dans un univers infini et rébarbatoire, le menant ainsi donc à ce nihilisme, le laissant baigner dans la déchéance et vouant sa vie à son unique plaisir, mais aussi à éduquer son mortier, essayant par le divertissement à oublier sa condition d'être fini dans un temps et un espace infini, livrant une vraie dichotomie, voulant au plus bas de son moral à envisager le suicide. D'ailleurs,
Ce côté sempiternel le pousse à osciller entre l'ennui et le manque évoqué avec Schopenhauer et plus anciennement Platon. Rick prend seulement conscience de son bonheur une fois qu'il est passé. Mais, une fois sous ses yeux, il n'en remarque jamais la valeur ou le bonheur présent, ce qui le plonge indéfiniment à désirer, sans être comblé, car l'idée du bonheur est plus fort que le bonheur de l'avoir réalisé, surtout qu'il enchaîne les situations pour combler ce vide qu'il a autour du cœur. Et évitant les situations émotionnelles, car malgré son immense intelligence, il possède ce même défaut que les personnages cultivés possèdent, celui de croire que par leur savoir, ils n'ont pas l'utilité de faire appel à des aides extérieures, fortifiant l'amalgame de l'intelligence culturelle face à celui de l'émotionnel, s'orgueillant d'être assez éveillés pour résoudre leurs problèmes intérieurs tout seuls. Rick, le seul lien entre l'incontestable intelligence qui est la vôtre et le mal qui ronge votre famille, c'est qu'au sein de cette dernière, tout le monde, y compris vous, utilise l'intelligence pour justifier la maladie. Vous semblez percevoir votre esprit tantôt comme une force inarrêtable, tantôt comme une malédiction à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Je pense que cela vient du fait que la seule chose que vous refusez de concevoir ou d'assimiler, c'est que votre esprit est sous votre contrôle. Vous avez choisi de venir ici et de parler afin de dénigrer mon travail, tout comme vous avez choisi de vous transformer en cornichon. Vous avez beau être le maître de votre univers, vous êtes recouvert de sang et de déjections de rats. Si votre si monumental esprit végète, c'est seulement à cause de vous. Je ne doute pas que vous vous ennuierez pendant cette thérapie. Moi-même, je m'ennuie quand je me brosse les dents ou quand je m'essuie le cul. Parce que, vous savez, le fait de réparer, de réconforter et de nettoyer les âmes, c'est tout sauf une aventure. Bien que cela revête parfois un caractère vital, c'est seulement un travail. Pour résumer, certaines personnes supportent le fait d'avoir un travail, tandis que d'autres, eh bien d'autres, elles, préféreraient mourir. Chacun de nous doit faire un choix. Étant scientifique, Rick est d'un naturel sceptique, mais la conscience qu'il a de la réalité le pousse pratiquement à la paranoïa. La création de son pistoportail est la source de son pouvoir, mais aussi de son état de conscience, car elle est la matérialisation de ce que l'on prend de la pilule rouge, celle qui lui a révélé l'existence des réalités dimensionnelles, l'inscrivant dans une sorte de nihilisme où tout n'a plus de sens. Malgré son intelligence, sa condition le rattrape, en réalité étant une force supérieure à lui. Cette consistance le plonge dans un mal-être constant. À la différence de Morty, ou encore plus du père de Morty, Jerry, qui est exactement l'extrême opposé de Rick, cultivant une vision simpliste d'Aristote où la vertu, le juste milieu, apporte son équilibre, le poussant de base à faire les choses pour de bonnes raisons, le poussant à profiter de ses moments heureux, malgré sa stupidité, son ignorance et sa passivité. Rick est dans le savoir mais aussi l'action. Elles sont tous deux son essence. Elle le pousse à exercer la théorie à la pratique. Ce processus le conduira même à la quasi-omniscience, lui ouvrant les clés de l'omnipotence. Mais à l'échelle d'une divinité vivante, dans un univers que l'on peut représenter par ce dieu monothéiste, il finira par réaliser et à constamment remarquer qu'il est prisonnier et coincé d'une force plus vaste et infinie, qu'il ne peut pas maîtriser, le menant donc à une dépression, le poussant à noyer son malheur par le divertissement comme déjà mentionné. Si la finalité des questionnements de Morty se résume à profit, tout en ayant une limite par rapport à la morale conforme, celui de Rick est la même, mais nettement nuancé par sa vision résumée par « rien à foutre », dominé par sa potentialité de ses humeurs plutôt qu'à sa morale. Comme nous avons pu le voir, cette œuvre englobe tout un flux de pensée, mais aussi de réflexion. La suite logique à tous ces questionnements entraîne celui de sa place, mais aussi de ce qui est convenable. Cet univers nous plonge dans un monde surréaliste. Néanmoins, avec les informations que l'on en a prises, la possibilité de toutes ces variantes deviennent plausibles, car il est clairement plus qu'expliqué que les formes d'existence sont inimaginables de possibilités. Dans ce monde démesuré d'éventualités, il est naturel de perdre la croyance de sa place et de son plan d'existence. D'ailleurs, l'épisode avec Entity pose la notion de l'être de l'individu, de par la nature même du multivers, complètement illusoire si chaque personne est prisonnier d'une nature prédéfinie, comme les Rick et les Morty. Alors le fait de perdre cette pseudo-individualité pour une forme de conscience partagée
apparaît comme une éventualité acceptable dans la mesure où Entity admet sa non-individualité, assumant le fait qu'elle ne sera jamais un individu complet, au travers de sa nature de multiconscience, destinée à absorber d'autres espèces, mais aussi d'autres planètes, et donc à changer. Face à ce nihilisme, Morty et Summer opposent une rhétorique en apparence naïve, mais qui n'est pas sans rappeler les positions de Camus face à l'absurdité de l'existence. Même si on a pleinement conscience de la futilité de la question concernant le sens de sa propre vie, il est possible de défendre cette question, affirmant que c'est même la conscience de cette futilité qui donne sa valeur à l'existence. C'est elle qui permet d'asseoir l'individu en figure tragique, et donc de donner de la valeur à sa vie. Ainsi, c'est en étant confronté au spectacle de la mort de son double, que Morty va embrasser l'absurdité camusienne de son existence et s'imposer, notamment dans la saison 2, comme un protagoniste majeur. Néanmoins, cette énième approche nihiliste pousse notre être à s'effacer dans ce milieu qui nous écrase par son étendue et sa profondeur. Revient en toute logique ce mot, insignifiant. Nous ne sommes rien, et les lois qui régissent cet espace nous broient de son raisonnement. Par ailleurs, même s'il n'est pas mentionné quelque part, nous pouvons classer entre de grands principes philosophiques, comme le déterminisme de Spinoza. Ce philosophe affirme que nous sommes libres et prisonniers à la fois. Notre nature se tend à être libre dans le principe de poursuivre ce dont pourquoi nous sommes faits, mais que par conséquence, nous ne possédons pas de libre arbitre, car nous attirons les conséquences qui nous poussent à agir ce à quoi nous inspirons. À l'image de Rick voit sa quête à la vérité, tel qu'il est, mais que ses choix sont influencés par les choses et circonstances qu'il rencontre tout au long de son existence. À l'inverse, Rick va également se révéler comme un personnage profondément désespéré. Le dernier épisode de la première saison suggère que celui-ci n'était pas aussi heureux qu'il prétendait l'être, en révélant la signification de « Sais-tu ce que la phrase « Bibofa Lula » signifie ? C'est une expression sans queue ni tête que Rick répète tout le Ce temps. n'est pas sans queue ni tête du tout. Dans la langue de mon peuple, ça veut dire « Je ressens une grande souffrance, aidez-moi ». Vous voulez que je vous dise, dans sa bouche c'est ironique. Non, Morty, ton grand-père ressent vraiment une très profonde souffrance. C'est pour ça qu'il se murge autant. C'est donc, au fil des épisodes, qu'on découvre un Rick meurtri d'un profond désespoir. De la même façon, Rick peut évoquer un autre personnage d'esthète nihiliste, à savoir Jean D. Sainte. Dans À rebours, de Joris Karl Huysmans, un tel rapprochement éclaire alors le geste suicidaire de Rick, à la lumière de la réaction de Barabedo Revilly après sa lecture du roman. Il ne reste plus à l'auteur qu'à choisir entre la bouche d'un pistolet ou les pieds de la croix. Pour le Danois, l'esthète a une chance de dépasser son désespoir existentiel en se soumettant à l'éthique, c'est-à-dire aux règles sociales dominantes, ce que fait Rick dans la conclusion de l'ultime épisode de la 2e saison. Rick, nous l'avons constaté, est un être torturé. Il trouve une sorte de retrait dans la philosophie poussée à son paroxysme au philosophe Épicure, qui prônait la fuite de la douleur en les comblant par ses désirs mesurés. Cependant, Rick n'accorde aucune limite, car il semble désabusé de son état. À dire vrai, nous pouvons ressentir qu'il vit étant mort de l'intérieur. Donc, d'une certaine manière, il ressent le même besoin d'éprouver la vie par l'excès, seule chose qui lui donne la confirmation qu'il semble encore exister et que la vie vaut la peine d'être vécue. Ce qui nous amène à la notion du bien et du mal. Comme dit précédemment, Rick s'instaure dans l'idée d'exercer sa puissance, au début en tant que surhomme, l'obligeant à se dépasser lui-même, apportant l'idée du bien et du mal obsolète, et par la suite, à rapporter cet être nihiliste qui, semble-t-il, s'est exacerbé à tout mettre en œuvre pour aller au-delà des capacités des lois de l'univers. Mais échouant, voyant la vérité de son état microscopique face à ce qui l'entoure, se laissant périr, œuvrant seulement pour lui-même. Ce qui nous amène à exposer son point de vue. Rick possédant un savoir quasiment divin et un pouvoir presque illimité, ne voyant plus l'univers dans le détail, mais dans son ensemble, sa notion de la science du bien et du mal se retrouve dissipée. Car, dans un monde où tout est remplaçable, où tout perd de sa valeur, un être est juste une forme parmi tant d'autres englobant une entité qui représente l'individu lui-même, expliquant son désintérêt pour sa famille qu'il juge comme des êtres vivants au lieu de personnes uniques. Si sa perception englobe déjà la vision qu'il a de sa famille,
Il est naturel qu'il englobe le reste de ce qui l'entoure. Il n'existe pas de mal, car la mort est un processus naturel, la souffrance est une leçon, l'éthique un code sociétal harmonisant le développement de la civilisation, etc. À mon sens, d'un point de vue laïque et théologique, il est la représentation la plus concrète de ce que l'on peut constater d'un Dieu. L'homme essaye de trouver le sens aux agissements de l'Éternel. Cependant, les voies du Seigneur étant impénétrables, il apporte la joie, comme la souffrance. De mémoire, d'après la lecture que j'ai faite des livres sacrés, il accorde au diable la permission d'exercer la souffrance sur terre. Le diable, né du Créateur lui-même, donc ce dernier est l'origine de tout, ce que nous pouvons voir aussi avec Rick. Ce personnage peut à la fois aider un homme et condamner tous les autres, tuer mais renverser un système injuste, développer une civilisation comme la détruire, aimer sa fille comme l'ignorer, aider pour ensuite pourrir, sauver l'univers mais révéler l'imperfection de ce qu'il en contient. Il représente à la fois la personnification de la nature, de la science et donc de Dieu lui-même, à la fois bienfaiteur et punisseur à l'image d'une force neutre, reliant l'idée même de Hegel sur la thèse, l'antithèse et la synthèse. Rick continue à être ce qu'il est, accumulant le savoir de l'existence tout en la subissant. Ce savoir le pousse à exercer de véritables prodiges, chose qui est l'essence de son être. Ce même savoir le conduit à la constatation de sa futilité, le plongeant au mal-être de son esprit, qui lui fait provoquer des catastrophes. Malgré cela, cette catastrophe, dans certains cas, pousse à révéler la véritable nature des choses, poussant le sujet visé à se dépasser, parfois dans le détail, et parfois dans sa généralité. Dans tous les cas, ces actions n'ont pas totalement de but négatif, il en ressort toujours un positif, et l'inverse également, à l'image d'un déluge, d'un nuage de feu, et autres. Sa nature humaine le conduit à avoir ce besoin de retrouver sa réalité concrète et ce qu'il appelle son besoin de rattachement irrationnel, comme son amour pour Morty, lui donnant tout de même des défauts qui ne font pas oublier sa partie d'humanité, qu'il semble identifier comme illogique et dénuée d'utilité face à la vacuité de l'existence. En général, le scénario avance coup par coup. Les protagonistes ne sortent pas d'une situation en s'améliorant. La série semble amener l'idée que ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Ou pour faire bref, plus ça rate, plus on a de chance que ça marche. Rick et Morty usent de l'accumulation de la répétition à l'image d'eux-mêmes. D'une certaine façon, il s'agit moins de convaincre le spectateur d'adhérer à une idée que de l'imposer de force, de la répéter, jusqu'à ce que l'esprit logique du spectateur capitule. Chaque saison contient par ailleurs 2 épisodes centrés sur une succession de scénettes, la narration basée sur le non-sens, sans aucun lien entre elles, ni avec l'intrigue, un peu à l'image des Simpsons. La conséquence de cette mécanique narrative est une rupture dans sa logique de répétition et d'accumulation, formant au final une rupture de ton. Ce qui explique que, si Rick et Morty est une série comique, la conclusion est une noirceur terrifiante, laissant dans cet instant la perspective d'approfondir plus ces personnages. D'ailleurs, je pense rien vous apprendre si je vous dis que Rick et Morty est à première vue une parodie de Retour vers un futur, avec des univers parallèles, des créatures invraisemblables, des planètes parfois grotesques. Rick et Morty est aussi inspiré dans l'approche de Dr. Who, avec un protagoniste alcoolique complètement immoral, et son petit-fils en puberté un peu niais, ou même décrit comme pas particulièrement malin. Il est évident de constater l'approche du guide du voyageur galactique de Douglas Adams, avec un multivers où tout est possible expliquant les circonstances farfelues que l'on peut trouver, avec également un univers crédible où les règles de la physique, de la chimie et de la biologie sont à peu près respectées. Les références sont très nombreuses comme Inception, Le Voyage Fantastique, Matrix, Terminator, Alien, Jurassic Park, Jack et le haricot magique, Avenger du MCU, Zardoz, et etc. Avec un fond irrévérencieux, la série est une satire et aussi une parodie de certains films ou d'un sujet sociétal, mélangeant des ruptures de tonalité permanentes et les mélangeant de références,
agrémenté évidemment d'humour graveleux, donnant un aspect hyper référentiel, vecteur de la créativité où chaque référence est potentiellement source de gags ou de rupture dans le récit, alliant les idées les plus folles avec une sauvegardée forme de cohérence, rendant les événements concrets. Je pense que ce qui fait vraiment avancer l'écriture de la série, c'est Justine qui dit « Je veux vraiment ce truc aléatoire ». Tout simplement un truc tellement aléatoire qu'il est forcément sérieux quand il dit qu'il le veut vraiment. Parce que ça n'a aucun sens de voir ça. Alors pourquoi mentirait-il ? Il ne dit pas « Je veux vraiment gagner un Emmy en parlant de féminisme », il dit « Je veux vraiment un monstre en forme de testicule ». C'est tellement spécifique et aléatoire. Ce n'est pas la seule contribution de Justine, mais c'est le bâton de plutonium qui propulse la DeLorean. Sans ça, les meilleurs moments de Rick et Morty n'existeraient pas. Au travers de cette mécanique d'écriture, la série fait presque écho au concept de mème tel qu'il s'est développé sur Internet. Et nous y voilà. Cette œuvre a eu le mérite de me remettre en question, à poser les clés de mes croyances sur table, et de savoir qu'est-ce que j'allais en faire à présent. Ma conclusion est que le sens de la vie, il y en a un, comme il n'y en a pas. Coexistant tous deux, en tant qu'entité, nous n'avons aucun but. Mais, en être conscient, nous en avons un. Celui que l'on se donne au fur et à mesure de notre existence de vie. Nous sommes là pour exister, et nous prenons la souffrance pour grandir. Mais, si possible, un jour, nous désirerons en avoir plus besoin. Je pense que nous sommes à l'image de cette réalité, bonne et mauvaise. Tout comme Dieu ou l'univers l'est, bâtisseur et destructeur, il n'y a pas de sens, juste un cycle. Nous n'existons peut-être pas pour être heureux, mais simplement juste pour éprouver la vie. Comme si la réponse était déjà comprise dans la question. Chercher le sens de la vie revient à déjà l'avoir trouvé, car chercher un sens à sa vie est déjà un but en soi. Dieu n'est pas mort, il est juste en nous. Nous sommes dans notre propre paradis et tourment. Notre vie n'a aucun but à l'immensité de notre place dans l'univers. Nous sommes la source à une échelle différente d'un tout. Et nous sommes là pour expérimenter notre univers commun, qui n'a que comme but d'exister lui-même, puisque nous n'avons aucun autre but qu'exister nous-mêmes. Nous sommes à la fois tout et rien, Dieu et le diable, la négation et son opposé, l'alpha et l'oméga. Nous sommes pas en ce lieu pour un but, mais à éprouver que l'on est bien là, et que nous sommes bien en vie, avant de retourner à ce que l'on est vraiment. Dieu n'est pas mort, il s'ennuie peut-être tout simplement, et il s'occupe pour se sentir en vie, en se projetant en nous, avant de retourner à ce que nous sommes, lui. Une version théologique de ce que la science montre avec l'énergie, la physique et la métaphysique. Quand l'univers ne sera plus en expansion et que tout atteindra le neutre, il ne restera que le silence des espaces éternels, où seul réagira l'énergie qui est à la base de tout, ce que nous, êtres humains, nous appelons Dieu. Nous aimerions tout savoir, tout faire, être partout, et certaines questions nous rongent de l'intérieur. Cependant, la vérité universelle à l'humanité serait peut-être « on s'en fout. Quoi qu'il arrive, tu vas mourir. Il n'y a pas de sens. Tu te soucies de l'univers, mais l'univers ne se soucie pas de toi. Tu es rien pour lui, mais il n'est rien pour toi également. À quoi te serait utile de connaître les réponses de sa taille ou de son importance? Car dans le fond, ces réponses nourrissent juste tes propres doutes. Et puis d'ailleurs, elles ne te concernent tout simplement pas. Nous sommes peut-être insignifiants dans ce monde, mais c'est justement dans cette utilité que tu dois créer ton propre but. Tout existe, comme rien, car ils sont l'une et l'autre complémentaires. Dans le fond, ce qu'il en est ressorti de tout ça, c'est qu'il y a des énergies éternelles qui ne font que se transformer, et de cette force, nous en faisons partie à une échelle différente. On ne fait qu'exister, seulement, pour éprouver de vivre. Bien et mal, bonheur et souffrance font partie intégrante de l'existence, et nous sommes là, juste pour les recevoir, pour les transcender, afin de changer de forme par la conscience
et propager une énergie différente faisant réagir les autres. Ce que nous appelons notre essence. Donc peu importe la profondeur de l'univers, la puissance des attractions, l'immensité de notre réalité, la seule certitude, c'est ton ressenti face à ces choses. Alors, tant qu'à vivre, autant que ce soit dans la joie, pour devenir à ton tour un tout qui apporte quelque chose dans ce monde. Le récit étant achevé, je t'invite, explorateur, à poursuivre ton chemin. Cette bibliothèque te sera toujours accessible, pour le peu que tu saches comment y revenir à nouveau. Dans la retranscription papier de l'œuvre de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis.